to ask you a few questions. That's very important. But you must cooperate. What? Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Exquise Esquisse qui est maintenant sur iTunes et les différentes plateformes de diffusion de podcasts. Vous pouvez le noter, le partager, le commenter. Je suis Alexandre Soubrier, réalisateur de films graphiques et je reçois aujourd'hui Julie Fleujac, illustratrice et designer interactif. Bonjour Julie. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Alors j'ai essayé de définir ton métier illustratrice ou designer interactif. Et en fait, j'ai pas vraiment réussi à savoir si t'étais plus illustratrice, plus designer interactif, si t'essayais de mêler les deux. Oui. Comment tu te définis aujourd'hui, plutôt ? Je comprends. Généralement, pour faire les choses plus simples, je dis que je suis graphiste. Parce qu'en fait, j'avais commencé par étudier l'édition, et après, j'ai étudié le design digital au Gobelin. Donc, du coup, j'ai ces cordes-là à mon arc, dans le sens le côté papier et le côté numérique. Et moi, ce que j'aime personnellement, c'est aussi dessiner, faire des peintures en peinture acrylique, à l'huile, etc. Et du coup, généralement, je me retrouve à faire du design graphique pour gagner ma vie, et parce que c'est ce qui me passionne et c'est ce qui me plaît. Et en même temps, je m'arrange toujours pour mettre de l'illustration, de la peinture dedans, pour me faire encore plus plaisir. Donc voilà, donc du coup c'est très varié, je travaille sur plein de médiums différents. Et ça devient d'où cette envie de faire autant d'illustrations ? Je sais pas, c'est parce que peut-être que très tôt j'ai aimé dessiner. Et je me souviens que quand j'étais toute petite, ma mère m'avait offert des livres d'illustration en fait, et qui étaient très beaux, et ça m'avait beaucoup fascinée. Et après, très tôt, quand j'avais déjà 14 ou 16 ans, je voulais être designer graphique. Donc voilà, ou alors astronaute, j'hésite entre les deux. Mais bon, bref. Après une petite étude en famille où tout le monde s'y est mis un peu pour voir qu'est-ce qui était le mieux, il s'est avéré que c'était plus dans le domaine de l'art que j'avais envie d'être. Et du coup, après, j'ai fait un bac art appliqué. Donc en fait, très tôt, j'ai commencé des études d'art et de design. Et voilà, et toujours tout m'a passionnée en fait, que ce soit le papier, le digital, le design de produits, le design d'espace, le design de mode, de communication, etc. Donc je pense que ça, je le garde au cours de ma vie, et plus je peux avoir de la variété dans les projets, et plus je l'exploite. T'as découvert tous ces métiers au fil de tes études, tes découvertes, ou tu savais déjà à 14-16 ans que t'avais déjà vu tous ces métiers, designer produits, etc. Non, je savais pas que ça existait, mais tu savais que t'avais envie de faire des trucs, quoi. Oui, avec mes mains principalement, et des choses visuelles. Et ce qui me plaisait beaucoup dans le design, c'était le fait de... Donc le design, c'est donc de l'art appliqué, et en fait ce que j'aimais dans cette idée, c'est qu'on puisse s'exprimer et en même temps résoudre les problèmes des autres. Et du coup ça, c'est ce qui m'a plu dès le début. C'était, il faut toujours trouver des petites combines pour se faire plaisir, et en même temps on a quand même des contraintes. Et ça, c'est ce qui me plaît. C'est un peu ce côté, faut être malin pour tirer son épingle du jeu, régler les problèmes des autres, en même temps se faire plaisir. Et voilà, c'est ce que je fais. Et je crois. Et t'as trouvé un lien avec astronaute maintenant, du coup ? Alors, pour avoir hésité entre les deux, c'est. En fait, oui, il y a un lien, notamment pour la rêverie et la poésie. Après, ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que justement, en tant que designer, on est amené à s'intéresser à plein de thématiques et de thèmes différents. Et du coup, j'étais amenée à m'intéresser aux éléphants, à la musique de jazz, aux contes du Griffin, à plein de choses. Et en fait, à chaque fois, pour essayer de faire un travail assez juste, ou du moins le plus juste possible, je me renseigne beaucoup sur le thème, comme les autres designers, et du coup, ça m'apprend plein de choses. Donc en fait... astronaute, oui, pourquoi pas. Si un jour je fais un site ou je sais pas, un projet en lien avec le ciel ou les étoiles, etc., je vais bien être obligée de m'y intéresser
Vraiment. Ce qui t'intéressait, en fait, c'était la curiosité qui t'animait plus que exactement le métier d'astronaute, qui est en réalité hyper complexe. Enfin, il faut être bac plus, je sais pas, 25 pour être... Mais j'aime beaucoup les sciences aussi. Ouais. Donc, du coup, c'était un peu dur au départ de choisir à cause de ça. Mais oui, je pense que ça peut être résumé comme ça. Ce qui me plaît, c'est surtout la curiosité, oui, le lien entre les deux, en fait. C'est vrai. Et avant les Gobelins, c'était quoi la prépa que t'as faite et pendant combien de temps? J'ai pas fait de prépa, mais j'ai fait j'ai fait un bac art appliqué, puis après j'ai fait un BTS en communication visuelle print, donc sur papier à Strasbourg. Aux Arts Déco de Strasbourg, rien à voir. Non, c'est le lycée Le Corbusier qui fait une section BTS et DSA. Ouais. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils ont une espèce de partenariat avec un autre établissement qui a plein de matériel d'impression, d'imprimerie. Donc ils ont découpeuses laser, impression au traceur, etc. Et du coup, on a pu apprendre à faire des livres et vraiment les faire nous-mêmes, des livres assez expérimentaux. Avec des pop-up, une vraie couverture qu'on a cousue et contre-collée nous-mêmes. On avait tout le matériel sur place. Donc c'est vrai que pour cette section-là, je trouve que ces études, ce diplôme était bien. Ouais, c'est quand même vachement... Enfin, c'est hyper dur de trouver tous les éléments techniques qu'il y a dans le livre, de savoir exactement comment on fait un livre, à partir de quels éléments. C'est tout un art. Hein. Ouais. Mais bon, après, on n'a pas pu vraiment le pousser jusqu'au bout parce qu'on avait aussi de la publicité, de l'illustration, de la création d'identité graphique et de logos, etc. Donc le livre, c'était une porte en plus à ouvrir, mais c'est vrai que c'est un métier à part entière. Et c'était un des projets que vous aviez dans l'école et qui t'avait en particulier plus plu. Oui. C'est ça. Qui m'a beaucoup marqué. Aux autres, aux logos, oui, c'est vrai. etc. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ok. Et après, t'es parti au Gobelin, du coup? Alors, c'est pas fait, ça n'a pas été si limpide, hein. Parce qu'en fait, après, j'avais tenté des entrées dans des écoles d'art et j'avais pas eu ce que je voulais. Et qu'est-ce que tu visais? En fait, je voulais faire technique de la communication à Estienne, où c'était justement du design de communication, mais c'était vraiment très précis. Et ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il y avait une partie très artistique et une partie vraiment mise en pratique. C'était du design de com, mais bien, et tel que j'avais envie de le faire. Un peu comme ce que tu faisais déjà un peu avant sur les livres imprimés. Mais là, c'était plus précis et voilà. Et puis c'était Estienne et donc ça me plaisait beaucoup. Et en fait, j'avais passé toutes les étapes pour être prise et à la fin la directrice m'avait dit oui c'est bon on se voit en septembre, donc j'étais super contente et j'ai reçu une lettre, vous êtes pas prise. Donc là c'était un peu la désillusion. Ça. Une lettre signée par la directrice? Non? Si, en plus, c'est ça qui est drôle. Ouais. Donc t'avais confondu avec quelqu'un d'autre ou... Je sais pas. Bon bref, en tout cas ça m'a donc là il y a eu un peu la période de déprime en mode mais comment je vais faire pour faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Et donc du coup, je suis allée passer un été dans le sud à travailler. Et puis là, je sais pas, j'ai une amie qui m'a dit tu sais, au Gobelin, il y a une espèce de section qui s'appelle comment ça s'appelait déjà? Bon, en gros, c'était pour être manager dans les studios de création, etc. C'est qu'un an. Projet multimédia ou un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Et c'était sur un an et c'était en alternance. Et donc là, je me suis dit bon pourquoi pas. Et c'était les Gobelins, pas de Paris, mais de Noisy. Mais à l'époque, je savais pas que ça existait, en fait, les Gobelins de Noisy. Du coup, moi, j'ai entendu Gobelin, je me suis dit, c'est une super école. Et les Gobelins de Noisy, c'est pas la même chose que les Gobelins Après, c'est vrai qu'au Gobelin, il y a plein de sections différentes. Ouais. La plus connue étant celle de la section animation. Oui. Pour faire des dessins ça, c'est animés, Gobelin Paris, en l'occurrence. Et toi, tu pensais que c'était ça, en fait? Je pensais, je sais pas, on m'a dit les Gobelins, je me suis dit, c'est une très bonne école, ça sonne bien, donc je vais faire ça. Et donc, du coup, j'ai postulé, je l'ai eu, et en fait, ce qui est bien, c'est que j'ai pu faire mon alternance dans un studio de création digitale qui s'appelle F5. Et là, j'ai découvert ce que c'était que le design digital créatif. Parce que pour le coup, c'était que des gens issus des Gobelins de Paris qui avaient fait du design digital ou alors de l'éthique et qui travaillaient ensemble et qui faisaient des sites vraiment artistiques. Et pour moi, j'étais un peu anti-ordinateur avant. J'étais à fond dans les vieux livres, les trucs... tout moisi là, j'aimais bien les vieux greniers et tout. Et avec eux, j'ai découvert ce que c'était que avoir s'exprimer, même en faisant du numérique.
Et pour moi, c'était nouveau. Donc, j'ai travaillé là-bas 1 an en tant que chef de projet. Et j'ai un peu lutté contre ma nature, parce que c'est pas trop dans ma nature à la base d'être organisée. Et finalement, ça m'a beaucoup appris et ça a été très utile. Et grâce à eux, j'ai eu envie de rentrer au Gobelin de Paris en design digital. Et voilà, j'ai fait l'entretien. On m'a demandé Véronique Ficara, qui est la responsable de la section design digital. Parce qu'en fait, tu étais au Gobelin en section chef de projet multimédia. Oui. Et t'es passé dans la section à Paris, art digital. oui, c'est okay. ça. Okay. Voilà. Et en fait, c'était assez rigolo parce que quand on a fait l'entretien, le premier entretien, Véronique m'a dit alors finalement, t'as jamais fait de site internet? T'en as jamais fait? Et là, j'ai rigolé, j'ai dit bah non, et je sais pas en faire. Mais du coup, si vous me prenez, j'apprends vite et je suis super curieuse, donc ça va aller, je vous décevrai pas et tout. Et en fait, bon, elle m'a donné ma chance, mais... Une des conditions, c'était de savoir faire un site, enfin de connaître un peu le code et des choses comme ça, ou... Bah, en fait, cette section, elle est séparée en 2. Il y a d'un côté les graphistes et de l'autre côté les développeurs. Mais même quand tu rentrais en tant que graphiste, généralement, t'avais déjà fait quelques maquettes de sites et t'avais des notions de créa en design digital, un minimum. Mais bon, moi j'en avais jamais fait. En fait, je l'avais observé chez F5. J'avais fait les trucs de mon côté, mais j'avais pas fait d'études préalables en numérique. Et bon, ça c'est vrai que c'était un des critères pour entrer au Gobelin, quoi. Mais au final, bon voilà, j'y suis allée. Ça s'est très très bien passé et c'était 2 années, les 2 années que j'ai préférées parmi toutes mes études. Mais alors, moi j'ai vu sur un article que tu y avais passé 8 ans. Au Gobelin. Ouais, au Gobelin. Alors c'est 8 ans d'études, alors peut-être. Oui, c'est ça. Ah ouais, ok. Ah, ça serait drôle. Dont 2 ans au Gobelin. Alors, ouais. Oui, c'est ça. 3 ans avec les Gobelins de Noisy, du coup. Ok. Mais non, c'est 8 ans d'études en art et en design, en fait. Voilà, même pas Gobelin. Ok, alors une fois que tu sors des Gobelins, tu trouves du travail tout de suite, soit chez F5 ou non? Généralement, quand tu sors des Gobelins, c'est bien parce que les bons studios digitaux à Paris, ils sont essentiellement composés de Gobelins et de gens qui sortent de l'éthique. Donc, quand tu sors des Gobelins, généralement, ça va. D'autant plus que tu le fais en alternance. Donc, tu te fais un petit réseau pendant tes études. Donc, ça, c'est hyper pratique. Et l'éthique, rappelle-moi ce que c'est. C'est aussi une école du design digital, mais un petit peu plus axée commerce, alors que les Gobelins, ça avait tendance à être plus axé art. Voilà. Okay. Mais bon, là maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que les choses commencent un petit peu à se rejoindre, mais voilà, c'était leur différence. Et du coup, quand je suis sortie de l'école, j'ai fait la bourse Movilap. Et donc ça, c'était la dernière année que l'école l'a donnée en fait à tous les gens qui la demandaient. C'est quoi une bourse pour partir des Gobelins et pour passer 6 mois de stage où tu voulais en Europe. Ah oui. Et t'avais une bourse, je sais plus combien c'était, mais bon, t'avais de l'argent pour vivre bien quoi pendant 6 mois. Donc et à cette époque-là, c'était la dernière année où on était 20 par classe, alors que maintenant je crois que c'est 40. Et en fait, tous ceux qui la demandaient l'avaient. Alors que maintenant c'est sur dossier, enfin. C'est plus compliqué, ouais. Ouais. Donc ça, c'était super bien. Du coup, on est tous partis par-ci par-là. Puis nous, on était 5 à faire une coloc à Amsterdam. Du coup, on était 4 dans le même appart, mais bon, bref, ça c'est un détail. Et du coup, voilà, on était à Amsterdam pendant 6 mois. Et j'étais chez Mini Vegas, qui est un studio qui fait des installations interactives, et ça avait l'air très bien, sauf que je suis tombée un peu au mauvais moment, parce qu'ils changeaient de patron, en fait. Et bon, vous savez, quand on change de patron, généralement, c'est un peu une période de creux. Du coup, bon, mais c'est pas grave. Et ensuite, je suis allée à Los Angeles pendant 2 ans. Dans un studio, enfin, t'as travaillé dans un studio là-bas ou Non, j'étais en freelance. Et en fait, à l'époque, j'ai suivi mon copain qui avait un travail là-bas. Et du coup, j'y suis allée un peu en me demandant qu'est-ce que je vais faire dans cette grande ville qui me correspond pas du tout. Alors que moi, à Amsterdam, j'aimais bien parce que tout est tordu, tout est vieux, tout est lumineux, tout est... Enfin bon, voilà, c'est très charmant et très petit et tortueux. Et Los Angeles, bah, c'est clairement l'inverse.
Du coup, je m'y voyais pas du tout et j'étais pas très contente d'y aller. Et au bout d'un moment, j'ai mon père notamment qui m'a dit un jour, mais pourquoi mais juste vas-y et arrête de poser 4000 questions là, c'est trop compliqué. Et j'ai dit ok, j'y suis allée et en fait c'était hyper bien parce que je suis arrivée là-bas en tant que freelance. Je bossais un peu pour la France au début. Puis très vite j'en ai eu marre parce que j'étais pas satisfaite des clients avec qui je bossais parce que c'était pas assez artistique, donc je me suis dit bon, je laisse tomber, je vais essayer de me concentrer un peu plus sur ce que j'ai envie de faire. Et là j'ai rencontré une musicienne qui s'appelle Jane McNeely, qui a monté le label de jazz Low Floor Records. Et là c'était le coup de foudre, que ce soit créatif, amical. C'est une dame d'un certain âge, elle a, je peux pas dire son âge parce qu'elle serait pas contente, mais bon bref, elle a entre 70 et 80, donc voilà. Et oui, c'était un gros coup de foudre amical et du coup pendant 2 ans elle m'a fait plein de commandes, elle m'a demandé de faire plein de trucs, des livres illustrés pour enfants, son site internet avec peinture acrylique, ses couvertures d'albums vinyles, voilà. Donc c'est au moment où tu t'y croyais plus, enfin t'avais arrêté de chercher qu'elle est venue à toi, quoi. Bah oui, c'était surtout au moment où je me disais cette ville est pas faite pour moi, je me retrouve en freelance ici, j'ai rien à faire. T'étais prête à repartir en fait. Non, je venais d'arriver, mais j'étais pas optimiste, on va dire. Et en fait c'est là que, ça m'a appris beaucoup de choses parce que c'est là que je me suis dit quand même la vie fait bien les choses. Parce que avant d'aller à Los Angeles, je cherchais un travail là-bas, en fait, pour avoir un travail quand j'arrivais. Et en fait, j'avais trouvé un travail dans un bon studio de design qui m'a fait languir pendant 6 mois pour faire les papiers de visa. Et 2 semaines avant de prendre l'avion, on m'a dit finalement non. Donc je me suis retrouvée sans rien, avec un billet d'avion que je pouvais pas prendre parce que j'avais plus de visa et c'était pas du tout cool de leur part. Du coup, là, c'était la grosse déprime encore une fois. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, comment je vais faire, Et au final, heureusement qu'ils m'ont pas prise parce que ça m'a permis de rencontrer cette femme et d'avoir 2 années. Vraiment, j'aurais pas pu espérer mieux, en fait, en termes de travail. Ok. Et donc, c'est elle qui t'a fait vivre pendant ces 2 ans à Los Angeles ou t'as quand même travaillé sur d'autres Ah non, je travaillais qu'avec elle, mais ça me prenait tout mon temps. Puis à côté de ça, je faisais beaucoup de danse aussi. Je faisais 20 heures de danse par semaine. Du coup... Ah oui. Ouais, je faisais du tango. Ah ouais, d'accord. Voilà. Du coup, j'étais bien occupée. Et tu dansais pour en faire une partie de ton métier ou parce que 20 heures par semaine, c'est quand même beaucoup. Ouais. En fait, ça me passionne beaucoup et je pense que je commence à intégrer un peu la danse gentiment dans mon travail et je pense que ça va continuer comme ça. Dans ton travail, il y a beaucoup de mouvements. Enfin, même sur des choses arrêtées, t'intègres du mouvement. C'est vrai. Sur des illustrations, etc. Du coup, ça vient de ta passion pour la danse. Oui. J'avais pas réfléchi comme ça, mais sûrement, oui. Et notamment dans le clip Entre mes mains, fait en peinture à l'huile, c'est en fait j'ai dansé, et après j'ai peint les mouvements ensuite. Et pour les couvertures d'albums du label, les 3 pochettes vinyles, j'ai dansé sur les musiques avec mes mains et en fait ensuite j'ai visionné ces vidéos et ça dessinait des symboles en fait et c'est à partir de ces symboles là que j'ai fait le design des couvertures d'albums. Donc la danse en fait s'intègre à mon travail en fait. Et tu fais toujours autant de danse aujourd'hui ou Pas autant, mais c'est surtout que j'ai pas trouvé de partenaire pour faire du tango. Du coup je fais du contemporain et un peu de Graham et voilà, c'est de la danse contemporaine. Ouais, donc t'es toujours beaucoup dedans. Enfin, peut-être moins qu'à Los Angeles, mais oui. Tu fais moins 20 heures par semaine. Ouais, un peu moins, parce que là-bas, on avait tout un club aussi, on faisait des championnats, des spectacles, c'était la communauté, quoi. Il y a des communautés de tango à Paris, d'ailleurs, aussi. Oui, je sais, mais j'ai essayé de les intégrer, Les gens sont très sympas, d'ailleurs, mais quand t'as peu de partenaires, c'est pas facile, quoi. Okay. Et du coup, après tes 2 ans à Los Angeles, tu reviens à Paris? Oui, alors en fait, qu'est-ce qui te fait quitter Los Angeles parce que ça avait l'air quand même la fin du visa. Sympathique. Ah oui, la fin du visa. La fin du visa, donc voilà, il fallait rentrer, pas le choix.
Et puis ensuite, au fur et à mesure, la cliente avec qui je travaillais, malheureusement, a été très malade. Donc du coup, elle a dû arrêter tout, mettre tout en suspens. Et du coup, moi, je me suis retrouvée à Paris un petit peu, du coup, sans travail. Donc il a fallu remettre un peu la machine en route. Donc voilà. Donc ça, ça a été le travail de cet hiver, se remettre un peu. Parce que t'es revenu de Los Angeles cet été. Oui, en gros. Et alors, comment est-ce que tu remets la machine en route ? Eh bien, notamment, ce qui m'a aidé, ça a été de rencontrer Canel, qui justement travaille au laptop, qui à un moment où cet hiver c'était pas facile parce que justement ma cliente était très malade, qui est aussi une très bonne amie, et du coup c'était un peu dur à avaler la pilule, d'autant plus que c'était aussi mon travail, que bon voilà, ça mettait plein de choses en compte. Et elle m'a envoyé un petit mail en janvier en me disant mais j'adore ce que tu fais, viens on se rencontre. Donc déjà ça m'a fait plaisir, et ensuite on s'est rencontrés et là c'était très enthousiaste, très lumineux, avec plein de belles rencontres. Donc après elle m'a proposé de faire une conférence, là on s'est rencontrés, et puis après elle m'a proposé de faire une expo qu'on a faite le mois dernier. Donc la conférence qui était Meet the Talents, qui était organisée par Adobe. Mm-hmm. Et par le laptop, donc l'espace de coworking. Et ensuite l'expo que tu as fait justement au laptop à l'espace de coworking. Oui, c'est ça. Donc voilà, et j'étais très contente parce que moi ça me permettait de faire le point sur qu'est-ce que j'ai fait en fait depuis que je suis sortie de l'école. Et puis aussi en parallèle je travaillais un peu je commence un nouveau projet perso, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je travaille à l'aérographe. Voilà, c'est rigolo l'aérographe. Ah ouais, c'est un vieux truc là pour le coup. Bah oui et non, au début moi je pensais, j'étais très innocente comme ça et candide. Je pensais que l'aérographe c'était une espèce de flûte où on soufflait comme ça pour envoyer les pigments sur un papier et ça allait faire un truc magnifique. Et puis je suis allée dans une boutique à Paris d'art et j'étais là, oui je veux un aérographe. Et là ils ont rigolé, ils ont dit mais tu sais pas ce que c'est un aérographe, il te faut un compresseur à air comprimé, il te faut un pistolet, il te faut ça, il te faut une pipette, il te faut machin. Et là j'ai fait oula. Vous avez pas juste une paille pour souffler dedans? Oui c'est ça. J'ai dit mais moi je pensais que c'était simple. Et du coup bref, et donc j'ai tout acheté et au final c'est pas si vieux que ça, je sais pas, ça fait un peu truc du futur. Pour moi c'est un truc des années 70-80, il l'utilisait beaucoup dans la pub pour faire des dessins hyper réalistes, etc. Ouais. Ou de la peinture de figurines. Ou pour projeter sur les figurines, ouais. Donc je serais assez curieux de voir ce que tu fais à l'aérographe. Tu as déjà publié des choses sur des réseaux sociaux, des choses comme ça? Pas trop, parce que justement c'est quelque chose en cours, mais dans l'exposition, en fait, on avait fait tout le rez-de-chaussée sur les travaux qui avaient été finis ces 3 dernières années, et on avait l'étage avec les travaux en cours. Et donc, parmi ces travaux en cours, j'avais une salle pour l'aérographe et une autre salle pour un site internet pour un maquilleur de théâtre que j'ai fait en fait entre l'été dernier et là le mois de janvier, mais qui a été arrêté du coup parce que ma cliente était malade, donc toute la DA est faite en fait, mais le développement n'est pas fait. Donc tu peux pas le montrer encore. Je l'ai montré quand même parce que c'est mon travail, mais je peux pas mettre le site en ligne parce qu'il est pas développé quoi. Donc voilà. Donc du coup j'ai un petit peu montré tous ces travaux là sans pour autant communiquer dessus sur internet. Et d'ailleurs, comment tu gères un peu ces histoires d'internet, Instagram, Facebook, etc. Est-ce que tu penses que c'est un bon outil? Est-ce que tu vas t'y mettre plus maintenant si tu cherches des clients Je pense que c'est un très bon outil et je pense que je l'utilise pas très bien, pour être honnête. Je sais pas. Je pense que oui, évidemment, c'est très important. Je sais pas, faudrait bien que je fasse une formation sur comment communiquer sur les réseaux. Et en fait, moi, je vois pas mal d'artistes qui sont plus dans le côté j'attends que les clients viennent à moi. Alors plutôt que je vais voir les clients. Dans quelle situation tu te mets? Est-ce que tu vas plus voir les clients en disant ouais j'ai besoin de boulot, etc. Ou est-ce que tu publies plein de trucs en espérant qu'ils voient ton travail? J'essaie de faire un peu les deux.
Après, c'est vrai que comme j'aimerais beaucoup travailler avec des studios bien particuliers qui sont vraiment créatifs, ou pour des artistes ou avec des artistes, j'ai tendance à envoyer des messages à des gens en particulier en fait, ou des lettres, ou à m'adresser directement à des studios et des personnes qui me plaisent vraiment. C'est pour ça que je fais pas trop de communication générale non plus. Après, bon, c'est quand même important, donc j'essaie de le développer, c'est sûr. Mais là, ce qu'il faudrait surtout, c'est un nouveau site internet. Bah, il est très bien ton site. Enfin, moi, je trouve. Ah oui, mais il est très vieux. Ah oui. Oui. Il a, je sais pas, 4 ans. 4 ans. Ouais, c'est vrai que ça va très très vite. Et t'as des idées de comment tu veux le transformer, du coup, si moi je trouve bien et que toi tu le vois encore mieux. Bah, en fait, j'ai plein d'idées, mais je me suis pas arrêtée sur une idée en particulier. Donc, je pense que je vais essayer d'en sortir un là cette année. Pour l'instant, là, je vais commencer à travailler avec une nouvelle cliente qui est artiste retoucheuse photographe. Donc voilà, donc ça c'est en train de se mettre en place. À côté de ça, je vais essayer peut-être de préparer aussi une autre expo pour le mois de septembre avec des moyens formats à l'aérographe. Bon, il y a plein de trucs. J'aimerais bien aussi faire j'aimerais bien à l'avenir monter un spectacle de danse, dans le sens faire du graphisme dansé en fait. Bon, là je suis en train de le dire, c'est la première fois que je le dis, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, j'ai pas mal d'idées pour l'instant, surtout des idées de couleurs, de mouvements et des idées sonores par rapport aux musiques que j'ai découvertes récemment. Mais voilà, donc ça fait déjà beaucoup de choses à faire, donc le site internet et les gens que tu as contactés du coup par mail, est-ce que tu as eu beaucoup de réponses positives? Pour l'instant, pas beaucoup, déjà. Parce que bon, j'ai envoyé ça avant de partir en vacances, et là je viens de rentrer. Bon, c'était il y a 3 semaines, hein. Mais c'est clair que bon, parfois on aimerait que les choses se passent vite. Tu te dis bon, là j'ai fait bien les choses. Quand est-ce qu'il va y avoir des retombées positives? Et puis t'attends, puis au moment où t'es désespéré, c'est là que ça arrive. Hein. C'est toujours la même chose. Ah, donc pour l'instant, rien de grandiloquent. Mais faut que tu sois assez vite désespéré, alors du coup, pour que ça arrive plus vite. C'est ça. Je suis désespérée. J'ai vu que sur le site Awards, qui référence, enfin qui donne des awards à des sites internet pour leur excellence, que t'étais freelance, enfin nominé pour être freelance de l'année 2017, je crois. Oui. Alors comment t'es arrivé déjà à être nominé? Et est-ce que c'était une stratégie de ta part pour arriver à être mieux connu ou pas? Alors en fait, c'était pas du tout une stratégie. J'ai rien demandé. C'est vraiment eux qui m'ont mise là. J'étais même pas au courant. En plus, c'est un ami qui m'a dit regarde. Et j'ai fait ah oui. Et voilà, c'est tout. Après Awards, je suis membre du jury en fait. Parce que t'as gagné plusieurs awards déjà. Oui. Bah, parce qu'en fait, à la sortie de l'école, au bout d'un an, j'avais travaillé sur 2 projets qui avaient, 3 projets qui avaient été nominés, 2 qui avaient gagné l'award, et du coup, ils m'ont envoyé un mail en me disant bon bah voilà, si vous voulez bien être membre du jury, ce serait sympa. Du coup, j'ai dit bah oui, c'est bien. Comme ça, je vois un peu tout ce qui se fait, même si j'avoue que je suis pas très assidue, voire très peu, mais j'y travaille. Et voilà. Et c'est vrai que ça a été bien aussi pour le réseau quand même. C'est vrai, ça t'a fait rencontrer des gens, ça t'a fait reconnaître, ou connaître. Un peu, oui. Oui. Et non, ça a été bien. Après, même s'il n'y a pas des retombées tout de suite dans l'immédiat sur Internet, qu'on n'a pas 4000 mails qui nous demandent de travailler pour des gens, il y a quand même des retombées aussi assez indirectes. Par exemple, quand j'avais rencontré après les gens pour qui j'avais travaillé chez F5, par exemple, je me rendais compte qu'ils s'en étaient rendu compte que j'avais gagné ces awards, et ils me disaient c'est bien, et bon, et voilà. Alors que sur le moment, quand je les avais eus, ils m'avaient pas spécialement contacté, et ça fait plaisir. Et c'est plus les awards en eux-mêmes qui t'ont apporté la visibilité, ou la nomination en tant que freelance de l'année? Je pense que c'est plutôt les awards, parce qu'en fait le truc c'est que généralement quand on gagne des awards, il y a le nom du studio qui a fait le site, et il n'y a pas le nom ni du graphiste ni du développeur. C'est le studio en fait, l'agence qui donne son nom à l'award.
et enfin pas qu'il donne son nom à l'award, mais on se comprend. Et sauf que moi du coup, comme je les avais fait en tant que freelance, il y avait mon nom directement dessus. Donc je pense que ça a aidé aussi. Enfin voilà. T'apparaissais un peu comme la chef de projet, parce que sur les projets où t'as gagné pour lesquels t'as gagné l'Awards, c'était des projets que t'as menés, mais t'as pas développé, t'as pas machin. C'est toi qui as monté les équipes sur ces projets-là? Non, ça, j'irai pas jusque là, parce que quand j'étais chef de projet, j'étais pas toute seule déjà, et puis l'agence était déjà hyper bien. Non, je parle en tant que freelance. Pendant que t'étais freelance pour faire ces projets qui ont gagné l'award. Ah oui, mais là j'étais graphiste. Enfin, j'étais directeur artistique sur le projet. Donc par exemple, il y a eu le projet du site internet pour les éléphants, la sauvegarde des éléphants. Donc là, j'avais fait la DA avec Louis Ansat. J'avais fait toutes les illustrations et la charte graphique, etc. Donc là, mais il y avait nos noms dessus. C'était pas le nom d'une agence, donc ça aide aussi. Et puis ensuite, il y a eu le site internet pour le label de jazz, où là, pour le coup, j'étais la seule DA, et puis j'avais travaillé avec Corentin en bac, en développement. Et donc voilà, peinture acrylique, design interactif, animation du logo, etc. Et là aussi, tu gagnes l'award, et il y a ton nom dessus, c'est pas le nom d'un studio, donc c'est bien. C'est comme si toi-même, t'étais un studio, quoi, finalement. Oui. C'est ça. C'est quoi, du coup, ton quotidien en ce moment? Enfin, ou le quotidien d'une graphiste. Est-ce que tu passes le plus de temps c'est juste qu'en fait, je viens de rentrer de vacances. Du coup, mon quotidien, là, c'était plutôt manger de la feta et aller marcher dans la montagne. Mais en fait, c'est très souple. Là, je vais me remettre au travail, donc dans 3 mois, je pourrais plus parler d'un quotidien de travail, mais globalement, moi ce que j'aime bien, c'est découper ma journée en plusieurs choses pour pas trop m'ennuyer. Donc le matin, par exemple, ce que je faisais à Los Angeles, c'est le matin je faisais mon projet perso, donc peinture à l'huile, machin. L'après-midi, je faisais mon projet de commande, et le soir j'allais à la danse. Et ça j'aime bien quand la journée elle est un peu découpée comme ça entre plusieurs loisirs, comme ça je prends que du plaisir. Donc c'est que des loisirs en fait. Parce que oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Je découpe. Ouais. Ton travail, oui, mon travail, j'aime mon travail, donc oui. Alors, avant de parler un peu plus en détail de tes projets, est-ce qu'il y a un artiste fondateur qui t'a vraiment donné envie de faire ce que tu fais aujourd'hui? Je dirais pas un artiste, mais je dirais des artistes, et qui ont pas forcément un lien direct avec ce que je fais en fait, mais qui moi m'ont beaucoup inspiré. En termes d'installation lumineuse, déjà quand j'étais au Gobelin, j'étais très inspirée par Olafur Eliasson. Bon, quand j'étais au Gobelin, je faisais des installations, donc voilà. Maintenant, pour l'instant, j'en fais plus. Après, j'ai eu ma période, peinture, texture, où j'ai commencé à vraiment m'intéresser de près à Kiefer. Là maintenant, j'ai une période plus danse, où par exemple, j'ai vu Solstice de Blancali, à Chaillot, qui m'a beaucoup touchée. Oui, et c'est un spectacle auquel je pense beaucoup. Que t'as vu il y a longtemps? Enfin, c'était il y a quelques mois. C'était en novembre, je crois. Et voilà pour ce qui est des artistes. Après, là récemment, c'est plus musical. J'ai découvert là à Athènes un disquaire. Et donc c'est des groupes, c'est un peu des sons sombres, tribal, Arcana ça s'appelle, Basilisk, bon bref. Et en fait c'est des sons qui m'inspirent des mouvements et des lumières aussi pour le spectacle de danse que je voudrais monter. Donc voilà, c'est très large. Bah c'est très, musique, danse, visuel. En fait, t'essaies de mélanger un peu tout, même dans les installations interactives. T'essaies de mélanger un peu tout ça, son, animation. Oui, à terme, j'aimerais bien. Faire une. Ça va sonner prétentieux, je sais pas trop comment le dire, mais j'aimerais bien faire quelque chose qui soit complet, dans le sens, par exemple. J'aime beaucoup le chant, la danse, le graphisme, la peinture. J'aimerais bien faire une espèce de
Bon, ça sonnait complètement prétentieux, mais dans l'idée, je pense à œuvre totale, pas dans le sens... Un œuvre. Enfin, je sais pas... Œuvre totale dans le sens qui mélangerait tous les arts et les moyens d'expression qui me plaisent. Parce que justement aussi, il y a quelque chose contre lequel je me bats, c'est les étiquettes qu'on nous colle, dans le sens... on me l'a souvent dit pour les studios notamment. Là récemment, on me l'a souvent dit, on m'a dit mais c'est génial, tu t'amuses, tu fais plein de choses, t'as du talent, c'est beau ce que tu fais, mais tu fais pas qu'une chose, du coup c'est hyper dur de savoir qu'est-ce que tu vas faire si on te donne une commande en fait. Bah justement, c'est tout l'enjeu de l'artiste, c'est de faire un truc personnel, enfin... Oui, moi je suis d'accord avec ça. Mais du coup, souvent j'étais confrontée à cette chose de mais en fait tu fais quoi et en fait t'as pas qu'un style, donc du coup si on te passe une commande, on sait pas ce que tu vas en faire, donc c'est un peu dangereux, du coup ça donne pas confiance et justement moi j'aime pas ça du tout, je trouve ça hyper important qu'on puisse tous écouter notre âme, ce qu'on a au fond de nous. On est en permanence en train de muter, on est organique et je trouve ça très important de se surprendre soi-même et même d'être honnête en fait avec soi-même, c'est-à-dire qu'on est à l'écoute d'un sujet et si on y met vraiment de l'attention personnelle, on sait même pas ce qui va en ressortir nous-mêmes et c'est ça qui est beau parce que sinon on fait tous la même chose et ça n'a aucun intérêt. Et ça je trouve que c'est un peu le problème d'aujourd'hui, notamment design digital. Bon, faut pas mal prendre ce que je vais dire parce qu'il y a énormément de belles choses qui sortent, etc. Mais je trouve quand même que généralement dans les studios digitaux, on nous demande de faire une chose parce qu'elle a déjà été faite et qu'elle fonctionne, quoi. Donc il y a pas trop de place pour l'expérimentation plastique notamment. En plus là maintenant on est dans l'ère de la 3D, et moi c'est pas trop mon truc, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, voilà. Et les écrans, c'est pas trop ton truc non plus. Du coup, la 3D, peut-être que tu vas y venir pour faire de la danse, des choses, je sais pas. Oui, non carrément. Dans ce sens-là, dans le sens plastique avec le corps, oui. Plastique, ouais. Mais c'est vrai la période se prête pas vraiment à la prise de risque et à faire confiance à des artistes qui font des trucs tout le temps différents, quoi. Oui, notamment dommage, parce qu'il faut beaucoup de sites très vite, qu'on n'a pas le temps et qu'il y a pas d'argent et c'est toujours les mêmes phrases qui reviennent et du coup finalement c'est l'usine, quoi. Donc bon. Mais tu vois pas ça que dans les sites internet, tu vois ça dans le cinéma aussi où ils refont des remakes de remakes de remakes. Oui, dans tous les milieux j'imagine. Non. Dans les livres. Parlons un peu de tes projets plus en détail. The Griffin Book, oui. C'est un livre que tu as fait avec, j'ai l'impression, plein de techniques différentes et en particulier la linogravure. Qu'est-ce qui t'a poussé à utiliser cette technique plutôt qu'une autre à ce moment-là? Alors la linogravure, c'est parce que j'ai eu envie d'en faire en fait parce qu'en m'intéressant au sujet, je me suis rendu compte que c'était un thème très brut dans le sens une histoire très ancienne avec un monstre assez hideux qui vivait dans une nature reculée, dans un château délabré. Donc il y a quelque chose de très brut comme ça. Je sais pas, il m'est venu le besoin un peu de gratter quelque chose, d'enlever de la matière et j'avais envie de faire de la linogravure, du coup j'ai commencé comme ça. Et puis ce qui est amusant aussi, c'est que le griffin, c'est un personnage, donc un griffin c'est un espèce de lion là, avec une tête d'oiseau et des griffes, et en fait donc c'est pas beau du tout. Moi quand on m'a demandé de faire un livre là-dessus, je me suis dit oh merde, comment je vais faire pour dessiner ce monstre Enfin bon, bref. Et ce que t'en as fait est plutôt magnifique, quoi. Mais parce qu'on le voit pas, en fait. C'est ça l'astuce. Ouais. C'est qu'on voit toujours des morceaux du monstre, mais on voit jamais le monstre en entier. Ou alors il est en plein mouvement, donc du coup il y a une technique de peinture qui fait qu'on voit le mouvement, mais pas le monstre, en fait. Donc ça, c'était ma petite technique. Dans tes recherches graphiques, t'avais fait le monstre en entier ou jamais? Jamais. Ouais. Non. Et justement, donc juste pour finir avec la linogravure, ce qui est rigolo, c'est que ce monstre-là, il est très intelligent en fait, et il écrit des livres et il apprend plein de choses. Et à un moment, je parlais avec un ami et je lui disais bon, là, à ce moment du livre, il a écrit une lettre.
Et donc moi, je me disais, mais avec quoi il va écrire? Et mon ami il m'a dit, bah c'est un oiseau, donc avec une de ses plumes. Et en fait, le truc c'est que dans tout le livre, il y a des choses comme ça. Il y a parfois des textes écrits à la plume d'oiseau, vraiment. Et la linogravure, ça rejoint cette idée aussi de la griffe de l'oiseau qui dessine, qui s'éduque, qui communique. Et franchement, les gouges de la linogravure, c'est des griffes, hein, donc Ouais. c'est rigolo. C'est marrant, t'as lié la technique à l'idée du livre, quoi, en fait. En général, ça va ensemble. Hein. Pour tous les livres, enfin pour tous les projets que tu fais. Non, mais pour tous les projets, en fait, la technique, elle est apportée par le sujet. Ah oui. Généralement, ouais. Et tu as tout fait en linogravure parce que tu as des grands aplats de couleurs, des choses comme ça, où on voit des espèces de traits, enfin des traces de pinceau. Donc ça, c'est fait aussi en linogravure ou... Non, très bonne question. En fait, en linogravure, c'est tout ce qui est figé dans l'image. Et par contre, à chaque fois qu'il y avait du mouvement, pour traduire cette notion de mouvement, je le faisais directement au pinceau, soit à l'acrylique ou à l'encre de Chine. Donc par exemple, de l'eau qui coule, ça va être au pinceau. Le griffin en train de voler, de faire des pirouettes en l'air, ça va être le pinceau. La petite fille qui pleure, les larmes, c'est le pinceau. Le flux de la rivière, c'est le pinceau. Les grosses flammes des geysers, c'est du pinceau. Donc voilà. C'est génial. Tu arrives à lier vraiment la technique au sens du livre, quoi. Bah en fait, ce qui est génial surtout, c'est que toutes les réponses, on les a déjà. Il suffit de les écouter. Ouais, c'est ça. Enfin, Et en plus, après, tu te dis, ah, mais oui, enfin, quand parfois t'es dans une impasse et que tu te dis, ah non, j'ai pas d'idée, etc., en fait, tu penses au sujet et tu te dis, ah, mais en fait, le plus logique, ce serait de faire ça comme ça. Et après, tu le fais et tu te rends compte que ça a du sens et que, du coup, ça fonctionne. Et là, c'est génial. Et c'est comme ça que t'as fait les peintures qui décrivaient l'amour de ta main gauche pour ta main droite? Parce que je crois que c'était ça le sujet de ton animation Mélodium, c'est ça? Oui. Dont t'as parlé un peu tout à l'heure. Entre mes mains. Ouais, entre mes mains. Où c'est vraiment de la peinture animée. Oui, alors c'est du stop motion en peinture à l'huile. Donc il y a 1050 peintures. 1050. Ça m'a pris un an. Ah oui. Ouais, bah c'est ça que je faisais le matin. Le matin en te levant, ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, il y a 15 images par seconde. Bon, après, c'est pas des peintures d'1 mètre sur 1 mètre, hein. C'est des peintures à 4, hein. Mais c'est du pastel à l'huile. Et du coup, il y a 15 images par seconde et 1050 peintures, donc ça faisait à peu près 1 minute de vidéo. Et après, en montage, je me suis arrangée pour en faire 2 minutes. Parce que la musique de Mélodium durait 2 minutes. Ah oui, t'es partie de la musique et t'as essayé de... Ouais. Okay. En fait, j'écoutais beaucoup cette musique, c'est un ami qui me l'avait envoyée. En me disant, ouais, ça me fait penser à toi. Et je l'écoutais. Et à un moment, je me suis dit, ah, mais elle me parle vraiment cette musique, je vois des mouvements dessus, faut que je fasse un truc. Et voilà. Mais en fait, j'avais pas contacté l'artiste parce que j'étais pas sûre d'arriver à finir mon histoire. Et une fois que je l'ai fini, je lui ai envoyé en lui disant, bon, voilà, j'ai utilisé ta musique pour faire ça, est-ce que c'est OK pour toi? Et là, il m'a dit, ah, mais j'adore, la prochaine fois que je veux un clip, je t'appelle. Donc, c'est super. Super, ouais. Et du coup, il l'a utilisé lui ou elle? Bah, je sais pas trop. Je crois que c'est un monsieur. Alors, il communique pas du tout sur qui il est. Il est très discret et je sais pas du tout quel âge il a, mais c'est un monsieur qui est pas trop sur Internet. Donc, sur Bandcamp, tout le monde écoute ses albums et c'est génial ce qu'il fait. Et à côté de ça, je sais pas, il a 200 followers sur Twitter. Il est assez discret, quoi. Et comment il s'appelle? Mélodium. Mélodium. Ah oui, c'est l'artiste qui s'appelle Mélodium. Oui. Ok, j'ai cru que c'est très beau ce qu'il fait. Et c'est la façon dont tes mains bougent qui a fait que tu as fait des peintures? Enfin, bouger sur la toile. Enfin, je fais le geste là, mais... Ce que tu disais... En fait, j'ai écouté la musique et je me suis filmée en train de danser, hein, pour résumer, avec un éclairage qui me plaisait. Et après, j'ai fait le montage sur After Effects. Ensuite, je me suis isolée dans ma chambre dans le noir et j'ai passé les images, 15 images par seconde sur mon écran avec ma feuille blanche à côté et je dessinais les zones d'ombre et les zones de lumière à la main comme ça et après j'allais sur mon bureau et je faisais du coloriage quoi, en peinture à l'huile. À la fin, j'ai tout scanné. Ça puait beaucoup dans mon appartement parce qu'à la peinture à l'huile, ça sent...
Très fort, ouais. Je sais pas, ça pue. Donc voilà. Et du coup j'avais ça et puis après donc j'ai tout scanné, j'ai fait le montage sur After Effects et voilà. Et alors pourquoi ce besoin parce que c'est vraiment besoin de le faire en peinture. T'aurais pu t'arrêter à la vidéo, danser, la travailler un peu. Parce que alors là pour le coup c'est vraiment pas réfléchi, c'était juste un ressenti. Voilà. J'avais envie que ce soit comme ça et c'est tout. Et puis aussi, j'adore traîner dans les boutiques d'art et regarder les couleurs des pastels. C'est mon passe-temps favori. Non, je plaisante, mais j'aime bien faire ça. Et il y avait des couleurs que je trouvais très très belles et je voulais absolument les utiliser pour le clip. Donc voilà, en fait, je crois que c'est la couleur qui s'est un peu imposée, qui a imposé le pastel à l'huile. C'est parce que j'aimais bien ces couleurs surtout. Il a fallu faire un flipbook presque. Pour voir les vraies couleurs de tes vraies peintures. Parce que oui, voilà, un flipbook en peinture à l'huile, faut être motivé parce que ça colle. Toutes les feuilles, elles sont collées entre elles. Ah oui. Avec la chaleur de Los Angeles, en plus. Là, je sais pas à quoi ça ressemble. C'est dans un carton chez une amie à Los Angeles. Je pense que ça ressemble à une enclume collante. Voilà. Avec de l'huile qui bave un peu sur les côtés. Ouais, quelque chose comme ça. Alors, c'est marrant parce que justement, on t'en parlait tout à l'heure, mais les pochettes de ce que t'as fait pour le Low Flow Records, c'est aussi à base d'animation. Donc, tu disais que tu t'étais enregistré. Sur ton site, on peut voir les mouvements que tu fais, les traits, voilà. Les traits que ça rend. Et les couleurs, elles ressemblent aussi, elles ressemblent un peu à ce que tu faisais sur Griffin Book. Enfin, du jaune. Alors, est-ce que tout ça est réfléchi? Enfin, est-ce que tu avais vraiment envie de faire un truc danser parce que c'est de la musique? Ouais. Enfin, parce que finalement, ce que tu as fait avant, c'était à cause du Mélodium, le musicien. Du coup, tu l'as dansé. Oui. Là, Low Flow Records, c'est aussi de la musique. Du coup, tu as fait des choses un peu dansées. Oui, c'est vrai. Oui. Peut-être parce que j'ai plus une approche par le corps que par l'oreille, tout simplement. Enfin, dans le sens, oui, je suis habituée à la danse et pas forcément à la musique. Je joue pas d'un instrument, par exemple. Donc, pour moi, la musique, c'est synonyme de danse, automatiquement. Après, comment sont nées ces pochettes, c'était intéressant parce que, justement, avec le label, j'avais jamais aucune contrainte imposée. J'avais tout le temps carte blanche. Donc, il y a des gens que ça peut paralyser. Enfin, moi, on me l'a dit. Après, moi, j'adore. Mais généralement, je trouve la contrainte par le sujet. Et c'est ce qui m'aide aussi à bâtir l'univers du sujet. Et donc là, en l'occurrence, pour ces pochettes d'albums, j'arrivais pas. Pendant 3 semaines, j'avais le syndrome de la page blanche. Je m'en sortais pas parce que je me disais, mais une pochette de vinyle, en soi, par le format, l'objet en lui-même, c'est déjà un objet graphique, en fait. Donc je me disais, on prend une photo de ça, là, ça peut être les câbles qui sont à côté de moi, ou ce verre d'eau, ou peu importe, je le prends en photo et ça fait une pochette de vinyle. Donc en fait, les possibilités sont infinies, donc j'étais vraiment bloquée, je savais pas quoi faire. Et en fait, à l'époque, je sous-louais un appart dans le 13e et j'avais une coloc coréenne qui faisait des calligraphies partout. Mais quand je dis partout, c'est qu'en fait, l'appart était rempli, les murs étaient remplis de feuilles avec des gros symboles, des calligraphies partout. Et c'était très beau. Et j'étais dans la cuisine et j'étais en train de fumer une cigarette en écoutant la musique de l'album pour essayer de m'inspirer. Et je regardais ces calligraphies et à un moment, je me laissais faire. J'ai commencé à danser sur la musique avec mes mains. Et en fait, en regardant mes mains danser et en voyant les calligraphies sur le mur, j'ai compris que j'étais moi-même en train de dessiner des symboles, en fait. Du coup, après, je me suis mise sur fond noir, avec une combi noire, juste mes mains visibles, et j'ai dansé sur les musiques des albums. Ensuite, je les ai visionnés, j'ai dessiné les symboles qui correspondaient, j'ai tout mis au sol, et après, j'ai fait les couvertures finales. D'accord. Donc, c'est ton environnement direct, en fait, qui a dicté la façon dont tu... Oui, il y avait vraiment une corrélation entre la danse des mains et les calligraphies au mur. Et en fait, ce que je trouvais drôle, c'est que c'était une famille d'albums qui sortaient d'un coup, ce qui est rare quand même. C'était 3 vinyles qui sortaient en même temps. Et du coup, je trouvais ça sympa, l'idée de la calligraphie, parce que ça faisait comme si chaque album était un mot d'une phrase. Et que tous les 3 ensemble, ça faisait la phrase, en fait. Donc, d'où l'idée de famille. Enfin, il n'y a pas meilleure famille qu'une phrase. Ça, c'est une famille de mots, quoi. Donc, famille de mots. Ouais, c'est ça. J'avais aussi beaucoup aimé tes illustrations sur Great Tales.
The Great Tales, donc le site dont tu parlais tout à l'heure, qui montre des contes d'éléphants venus des quatre coins du monde. Et ça, t'as fait ces illustrations aussi à la main. Est-ce que tu penses parfois au digital parce que tu fais du digital, ou est-ce que tu ne touches jamais au digital quand tu dessines? Ah ben justement, c'est marrant cette question qui tombe à ce moment précis, parce que The Great Tales, c'est la seule série que j'ai faite uniquement à l'ordinateur. Ah oui, et que tu as imprimé, parce que moi j'ai vu les dessins imprimés. Oui. J'avais cru qu'ils étaient faits à la main. Oui, on dirait, direct, mais en fait non, c'est la tablette graphique. J'utilisais une brush dans Photoshop qui imite en fait le crayon de papier. Alors, faut que tu me donnes les coordonnées de ton imprimeur qui a... Ah oui, non, mais l'imprimeur, mais je peux le dire, d'ailleurs, c'est Autrad Service. Et vraiment, c'est dans le 12e. Ils sont géniaux. Alors, c'est une fille qui tient le petit studio d'impression fine art. Elle s'appelle Emma. Et c'est une super équipe. Vraiment, ils m'ont imprimé mes travaux pour l'expo et c'était magnifique, le rendu. Ouais. Les couleurs... non, mais la qualité était très belle. Et c'est une expérience qui t'a plu, alors, de dessiner directement sur l'ordinateur, ou parce que c'est pas le même rapport? En fait, c'était le moment où je commençais vraiment à dessiner dans mes projets digitaux. C'était le premier projet, en fait. Parce que avant, je dessinais pour moi, donc je dessinais sur papier, à l'aquarelle, au crayon de couleur. Là, c'était la première fois que je dessinais pour un projet. Donc, comme c'était un projet digital, j'ai eu le réflexe de faire l'illustration digitale. C'est après que m'est venue la réflexion de mais attends, je peux très bien faire les deux, ça se fait pas aujourd'hui, mais c'est pas grave, je peux le faire, et voilà, ça s'est développé comme ça. Mais au début, j'ai pas eu ce réflexe. Au début, t'as pas eu ce réflexe? Non, j'ai pas eu le réflexe de faire l'illustration au papier pour un site, en fait. Ah oui. Je sais pas, j'y ai même pas réfléchi, ouais. En fait, c'était de l'illustration pour un site et automatiquement je l'ai faite à la tablette. Et là, si je me souviens bien, parce que j'ai pas sous les yeux, mais c'était une fleur au crayon à papier avec un oiseau dessus. Oui, sur la Ça, homepage. c'est fait digitalement aussi? Oui. Parce que là, très sincèrement, on a vraiment l'impression que c'est du crayon à papier. Oui. Et, non, mais oui, c'est fait sur Photoshop à la tablette graphique. Ok. Et alors, au Meet the Talents, où j'ai vu passer ces dessins, t'avais aussi des dessins en couleur avec des traits blancs, etc., qui, je pense, étaient pour l'exposition que tu faisais au laptop. Alors, attends. Alors, évidemment, c'est un peu dur de parler de dessins comme ça à la radio, mais je me demandais, là, à l'instant, s'ils étaient faits aussi à l'ordinateur ou pas. Je pense pas, parce que la seule série qui était faite à l'ordi, c'était les éléphants. Parce que c'était hyper précis, il y avait des couleurs vachement... Ah non, très colorées. Très colorées, ah oui, ouais. Mais ça, c'était les peintures acryliques pour le site du label de jazz. Ah oui. Donc ça, c'est des vraies peintures acryliques en format A4. D'accord. Là, pour le coup, c'est vraiment de la peinture. Et c'est la précision du trait, je veux dire... Enfin bon, la question... est un peu bizarre, mais t'avais des traits blancs qui traversaient l'illustration. Oui, qui étaient très nets. Très mais je vois net, ce que tu veux dire. C'est parce que, en fait, ce que j'ai fait passer, c'est pas les originaux. Ce que j'ai fait passer dans le public, c'est les impressions à partir des illustrations digitalisées. Ah oui, tu les as scannées et t'as retravaillé derrière avec... Oui. Pour le site internet, en fait, j'ai scanné la peinture acrylique, je l'ai détourée, j'ai pimpé un peu les couleurs pour le web et parce qu'ensuite en plus je voulais que ce soit animé à l'ouverture du site en fait. L'illustration elle apparaît par morceaux avec une petite musique qui fait dou 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 dou. Voilà. Et du coup voilà, donc c'est ces illustrations détourées faites pour le web, retravaillées pour le web que j'ai imprimé et que j'ai fait passer dans le public. D'accord. Pas les originaux. Donc ma question n'était pas complètement... Ah non, elle était très bien cette question. Okay. Non mais au début je voulais faire passer les originaux, puis mon copain m'a dit mais ça va pas la tête. Ouais, mais moi j'étais hyper surpris de penser avoir les originaux dans les mains d'ailleurs. Ben je voulais à la base et puis après... Ouais, parce qu'avec tous les doigts qui touchent le truc... Oui, on m'a dit non mais... Non. Donc en fait, quand on voit tous tes projets, c'est vraiment des projets qui mêlent... tous les champs de la créativité, danse, musique, illustration, etc. Du coup, si tu devais te définir vraiment, tu serais artiste, quoi, non?
je sais pas où. Aujourd'hui, j'ai entendu un mot qui s'appelle visual designer. Enfin, j'ai vu une offre d'emploi pour des visual designers, ce qui veut à peu près tout et rien dire. Enfin, c'est-à-dire ça veut peut-être dire qu'on fait juste une image. Ouais, c'est ça. On compose pas le texte et qu'on fait pas vraiment de design de service. Enfin, on fait une image comme on ferait un poster sans texte. Je sais pas. J'avais jamais entendu cette appellation. Mais du coup, moi, pour résumer, je dis que je suis designer graphique. Designer graphique. Ou graphiste. Parce que le terme designer veut dire que tu résous des problèmes. Et c'est ça que t'aimes avant tout. De l'art appliqué, ouais. Après, je sais pas si c'est ce que j'aime avant tout, c'est ce que je suis avant tout, pour l'instant. Mais c'est pourquoi tu travailles avant tout. Tu réponds à des commandes sur ce sujet. Oui, généralement on arrive avec un problème et que je dois résoudre par le visuel. Mais c'est quand même un problème à résoudre. Après, là, je suis en train de prendre un peu plus une tangente. Comment dire? Peut-être de plus en plus artistique. Je prends vraiment mon indépendance par rapport au studio ou à la publicité ou au monde de la communication, etc. Après, bon, bien sûr, faut que je vive aussi. Donc, voilà. Rome ne s'est pas fait en un jour. J'aime bien dire ça parce que ça m'aide à relativiser parce que forcément, ça se fait pas du jour au lendemain. Hein. Mais là, oui, j'aimerais bien aller plus vers vraiment de la peinture, moyen et grand format à l'aérographe. Voilà. Et comment tu utilises d'ailleurs l'aérographe? C'est une question que je voulais te poser tout à l'heure, mais tu utilises parce que les gens qui l'utilisent, enfin moi, ce que j'en connais de ce qui se faisait pour la pub dans les années 70-80, c'est des choses hyper précises pour faire de l'hyperréalisme, des dégradés, des ombres, des machins. Ouais. Toi, tu utilises de manière aussi jetée que tes autres projets ou c'est Ah oui, c'est pas du tout précis, moi, pour le coup. Enfin, pas précis. En fait, ce que j'aime bien avec ce médium, j'adore ce médium parce que il est très surprenant. En fonction du papier qu'on utilise, même en fonction de la face du papier qu'on utilise, de comment on incline le pistolet, de comment on a dilué l'encre, etc., on n'a pas du tout le même résultat. On peut avoir un grain très prononcé que je trouve très beau. On peut avoir des coulures. Après, si on les essuie, si on tamponne, on a encore d'autres motifs qui apparaissent. C'est un peu imprévisible. Alors moi, c'est ce que j'aime. Donc là, pour l'instant, j'en suis encore à l'expérimentation. J'utilise différents papiers. Je m'amuse. Après, je le gratte. Je dessine par-dessus. Je le pique. Je le maltraite. Ouais. J'aime bien. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore une phase d'expérimentation. J'aime bien utiliser le pochoir. En fait... Avec l'aérographe ou oui. toute technique confondue? Ouais. Mais alors au début, pareil, toute candide, je me suis dit mais c'est trop facile, je vais me faire un pochoir en carton, je vais faire des formes géométriques, j'adore, etc. Et puis j'ai commencé à le faire et c'était affreux. Et ça marchait pas du tout. Et au final, j'ai pris un espèce de rouleau de papier autocollant et y a rien de mieux en fait pour faire le pochoir à l'aérographe. Et donc voilà, donc je m'amuse à faire des négatifs, des formes très simplistes pour l'instant, mais en fait je m'entraîne à gérer les dégradés, les négatifs, etc. à l'aérographe. Et en fait, ça m'a un peu surprise, mais ça fait très tissu africain ce que je fais pour l'instant. Alors tissu africain, tu parles de la wax, du wax, je sais pas comment. Oui. Je sais pas. Non, mais je te dis ça parce que je viens de lire un article sur le fait que le wax c'était pas un tissu africain, que c'était un tissu hollandais qui est machin. Ah oui? Et oui. Il y a une sacrée différence. Qui était importé chez les Africains par le hollandais. Ah là là. Ouais. C'est triste Noël, mais voilà. Ouais, c'est clair. C'est comme ça. Et c'est comme j'avais appris que les palmiers à Tahiti, ils avaient été importés par je sais pas qui, qu'à la base Tahiti, il y avait pas de palmiers. Moi, j'ai grandi là-bas, pour moi Tahiti c'était les palmiers et puis après j'ai été dans un musée qui m'a appris que non. C'était importé par les colons. Et là, j'étais déçue. Ouais, je crois qu'il y a plein d'histoires comme ça. Ouais. Je crois que les patates, elles viennent pas de chez nous, en fait. De Russie? La vodka? Ouais, ou du Pérou, je sais pas. Il y a une sacrée différence aussi. Oui, non, mais je sais pas pour le wax, la wax, enfin, bon, mais ouais, bon, d'accord, donc ça c'est une espèce de motif géométrique avec des couleurs chaudes et voilà. Et en fait, j'ai plein de tissus africains placardés chez moi et j'ai vu qu'en fait, il y avait vraiment une similitude entre les deux. Et je me suis demandé si c'était
le médium qui m'avait amené à ça ou si c'était ma tête, enfin mes yeux, en fait, à force de voir des motifs africains qui les avaient faits sans même que je m'en rende compte. Comme toi, ta colocatrice chinoise, enfin je sais pas si elle était chinoise, mais coréenne, qui faisait de la calligraphie. Aujourd'hui, tu travailles plus en équipe ou tu fais des projets? Non. Mais t'aimerais bien travailler en équipe? Oui. Quand tu fais un projet de site, par exemple, tu es obligé de travailler en équipe? Oui, mais je travaille avec un développeur, mais je suis la seule créa tout le temps. Non, là, c'est vrai que... Ah, tu voudrais travailler en équipe sur la partie créa? Oui, pas qu'on se marche dessus, dans le sens pas qu'on fasse les mêmes choses, mais que chacun puisse apporter son savoir créatif, oui. Sa technique, en fait. Donc voilà, je voudrais mélanger justement la danse, la photo, la lumière, etc. Bon, j'ai un ami qui fait du design de lumière, qui est très doué, qui m'a dit « Oh, moi je veux faire ça avec toi, etc. » J'ai un autre ami qui est en photo, j'ai des amis danseurs. Bon voilà, après ce qui serait bien, ce serait de lier tous ces savoirs, une couturière, je sais pas quoi, et puis monter un truc ensemble. C'est vrai que ça me manque ça, parce que autant travailler en studio, ça ne me manque pas et je suis très contente de la liberté que j'ai, et autant travailler seul chez soi, c'est pas non plus toujours facile pour se ressourcer et se motiver et être assidu, quoi, au niveau des horaires aussi. Quand on doit rien à personne, c'est pas toujours facile. Mais du coup, tu peux finir très tard aussi le soir. Je suis plutôt de ce genre-là, oui. Comment tu trouves ton inspiration? Tout à l'heure, on a vu qu'il t'arrivait d'avoir des problèmes d'inspiration. Comment tu gères ces problèmes d'inspiration? Les problèmes d'inspiration. Alors, il y a plein de moyens d'essayer de les annuler. Après, il y a les techniques de base. C'est voilà, tu vas faire une expo. Si à un moment il y a une texture qui te plaît, une lumière, un truc, une œuvre, tu te poses devant et tu t'essayes de te demander pourquoi elle me plaît. Ça aide, parce que parfois on se rend pas compte en fait pourquoi on aime les choses, et du coup après on peut pas forcément reproduire des choses qu'on aime ou aimer ce qu'on fait. Donc ça c'est la technique de base, de lire des livres, d'essayer de s'inspirer du travail d'autres créatifs. Après moi je pense que la meilleure méthode c'est pas celle-là finalement. Okay. J'adore commencer par les choses les moins importantes, c'est mon esprit logique. Je trouve que la méthode la plus importante, c'est d'être seul avec soi-même, en fait. Et surtout dans la nature, je trouve. Donc, sortir de chez soi et oui. Voir... ouais. Enfin, moi, je sais que mes parents, ils ont une maison de campagne et là-haut, j'ai un grenier où je suis toute seule. Je m'en suis fait un petit atelier et tout. Je dis je, mais c'est mon père qui a tout fait, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est faire des longues marches, ramasser des plantes, des bouts de plantes qui me plaisent, qui m'inspirent, des roches qui ont une espèce de pattern intéressant. Donc en Grèce, si je m'étais écoutée, je serais revenue avec une valise pleine de cailloux. Et ça, après, je le ramène chez moi, en fait, et j'ai un espèce d'herbier comme ça qui grandit. Et ça, je sais que ça m'inspire beaucoup. Mais c'est pas pour autant que je vais faire un truc qui va être en lien avec ça à la fin. Mais c'est pas grave. Je pense que tant qu'on se fait du bien et qu'on prend de l'inspiration dans la nature et qu'on est seul avec nous-mêmes, qu'on s'écoute vraiment ce qu'on a au fond, ça finit par revenir. Parce que je dis juste un truc, mais le piège quand même avec trouver les inspirations dans le travail des autres, c'est de faire ce qui a déjà été fait. Ouais. Et ça, c'est le gros piège avec tous les réseaux sociaux aujourd'hui. À la Pinterest, Instagram, Behance, on en bouffe toute la journée. Moi, je fais un peu une overdose et j'avoue que je suis pas technophile pour cette raison notamment. C'est que je trouve ça très dangereux de manger de l'image toute la journée et après de devoir en faire soi-même. C'est ce qui se passe un peu aujourd'hui, c'est-à-dire que les sites se ressemblent beaucoup, ils ont les mêmes mises en page, les mêmes. Après, les outils font aussi que les choses se font un peu pareil. Mais ça, on peut le contourner et on peut toujours faire quelque chose de plus personnel. Hein. Tu pourrais aussi te dire, moi, j'ingurgite plein de choses pour essayer de justement ne pas refaire la même chose. Ça, tu penses que c'est pas possible? Parce que t'as ingurgité et forcément digéré à un moment donné.
Moi, je pense que si on regarde le travail des autres dans le but de faire quelque chose de différent, on se met une contrainte énorme. Et je pense que le niveau d'exigence est trop élevé. Et en plus, c'est prétentieux. Parce que, en fait, le seul moyen de faire quelque chose de vraiment différent, c'est juste de faire quelque chose de très personnel. C'est tout. Si on décide d'être différent, on l'est pas. Parce que déjà, tout le monde va être différent, donc déjà, t'as tout faux dès le début. C'est ça. Donc, voilà. Mais oui, juste si tu fais quelque chose de très personnel, et généralement, c'est là que ça plaît, et juste, du coup, j'aimerais dire quelque chose. C'est que, à la fin de la première année des Gobelins, donc dans ma classe, tous les gens avaient déjà fait des sites internet, il y avait plein de gens talentueux, et je me suis retrouvée au milieu de ça, et je me suis dit, merde, mais moi j'ai beaucoup de retard à rattraper et donc je travaillais beaucoup pour rattraper ce retard. Et à la fin de l'année, je me sentais l'ombre des autres, quoi. Parce que je voulais... Personne s'en est rendu compte, hein. Mais parce que en fait, je voulais être aussi bien que les autres, savoir faire les mêmes choses, etc. Et donc du coup, j'avais carrément oublié, moi, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Enfin, voilà, parce qu'en fait, ça servait à rien d'être là si c'était pour être comme les autres. Et du coup, à la fin de la première année, on avait un projet de fin d'année à faire. Et j'ai décidé de faire un truc très personnel. Donc, j'ai fait une installation lumineuse qui détermine le niveau de point commun entre les deux joueurs, en fait. Sauf que ce sont deux joueurs qui jouent à l'iPad. Il y a une musique très très douce, enfin, d'un japonais. Qui passe, il y a un objet lumineux entre les deux joueurs et en fait tu te balades dans un univers que en illustration et en photo. Et c'est très doux et t'as une petite lumière comme ça qui t'emmène d'un univers à l'autre. On peut le voir sur internet ce projet ou pas? Sur mon site actuel, oui, mais après c'est je l'enlèverai. Un des premiers projets qu'on voit, oui. C'est-à-dire avec une boule lumineuse ou un cercle, une espèce de planète. Ah, c'est pas la boule, ça c'est autre chose. Mais c'est des espèces de cylindres en fait. Ah oui, lumineux. D'accord, ouais, je vois. Et en fait, ça va du bleu au rouge et la lumière se réchauffe selon le niveau de point commun entre les deux joueurs. Et bon, c'est quelque chose de très doux et de très onirique et ça n'a rien à voir avec le service. C'est pas efficace. Bon, bref, donc j'ai fait quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que faisaient les autres et je me suis dit bah tant pis, moi je me fais plaisir et puis ça passe ou ça casse et si ça casse bah c'est pas grave, moi au moins je me serais fait plaisir. Et en fait ce qui m'a beaucoup touchée et ce qui m'a donné un peu une leçon de vie, c'est que le jour du jury donc il y avait un grand calme, j'ai présenté mon truc et à la fin le jury m'a dit mais c'était un moment hors du temps, merci. Et j'ai eu la meilleure note et on s'en fout de ça mais c'est juste que pour moi comme je savais rien faire comparé aux autres et que je me mettais toujours la barre haute à vouloir faire aussi bien que les autres et en même temps être différente, etc. Bah en fait, j'y arrivais pas et au moment où j'ai laissé tomber et que j'ai juste été moi-même, c'est là que ça a marché, quoi. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Okay. C'est plutôt rassurant en plus. Ah ouais, carrément. Et tu dis finalement, il y a moins d'efforts à faire, faut juste s'écouter, être soi-même et puis voilà. Moi, je trouve que c'est un effort de s'écouter soi-même. Oui, c'est-à-dire qu'il faut quand même aller chercher assez loin au fond de soi pour sortir quelque chose et puis t'as pas forcément envie de regarder au fond de toi. Enfin, je sais pas. Oui. Oui. Non mais voilà. J'ai mon haut qui se... À chaque fois que je suis en train de parler devant des gens, j'ai mes hauts qui se défont. Mais oui, ça demande un travail de s'écouter et je pense que la grosse difficulté aujourd'hui, c'est que c'est très facile de pas s'écouter. C'est la fuite en permanence en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Les écrans, c'est la fuite, clairement. Si on s'ennuie, on va sur les écrans. Si on n'a pas envie de s'écouter, on va sur les écrans. Oui, on tue le temps en regardant des séries. Ouais. Bon, bref. Et oui, c'est clair, c'est la fuite permanente. Et du coup, c'est très facile de se fuir soi-même. Et ouais, c'est plus facile de se fuir que de s'écouter. Ah, mais carrément. Ouais. Et une fois que tu as trouvé cette inspiration, que tu fais tes œuvres, est-ce que tu sais quand est-ce que tu dois t'arrêter? Attends, tu peux répéter? J'étais en train de penser à autre chose. Pardon. Tu veux en parler de ce à quoi tu pensais? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Quand t'as commencé une œuvre, comment tu sais qu'elle est terminée? Enfin, comment tu sais et comment tu t'arrêtes en fait, tout simplement. C'est marrant parce que justement, j'avais lu une phrase de Kiefer qui disait mais une peinture, elle est jamais finie et moi, tant qu'elle est pas chez quelqu'un d'autre,
je vais pour la retoucher, etc. Mais même dans les musées, même quand elle était commandée, entre-temps, il venait, il changeait un truc et je trouvais ça assez rigolo. Quand elle est finie, en termes de design, c'est facile parce qu'il y a une question, donc il y a une réponse. Enfin, il y a un problème, donc il y a une solution plutôt. Par contre, en termes d'art, je crois que c'est jamais fini. Tu veux dire entre la commande où tu sais que de toute façon il y a un jour où tu dois livrer et en termes de projet plutôt plus personnel où là c'est jamais fini. Oui. Ouais. En design, il y a une fin. C'est la réponse au problème. Alors qu'en art, à mon avis, c'est jamais fini. Ou alors on a une réponse à un moment M et puis on a une autre réponse à un autre moment. Comment tu te vois dans 10 ans ou comment tu t'espères dans 10 ans? Ou dans 20 ans ou C'est deep. Ouais, c'est deep, ouais. Ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est me faire plaisir et faire plaisir aux autres pour simplifier la chose. J'aimerais beaucoup, comme je disais tout à l'heure, pouvoir mêler plusieurs domaines de l'art pour faire quelque chose d'assez complet et qui du coup pourrait satisfaire mon appétit dans tous ces domaines artistiques. J'aimerais en vivre. Bien. De ton art, de ce que tu produis personnellement. Oui, moi dans l'idéal, j'aimerais faire que ce que j'ai envie de faire, travailler en équipe, monter des projets artistiques, essayer de faire du bien aux gens, de communiquer de l'optimisme, de la poésie, de l'amour et voilà. Donc ça c'est ta vision de la réussite du coup. Oui. Est-ce que tu penses que tu es sur le chemin de cette réussite? En fait, la question que je voulais poser, est-ce que tu penses l'avoir atteinte? Non, je l'ai pas atteinte, mais je pense que je suis sur le chemin et je pense qu'il va falloir être très attentive à, comme tout le monde, à ce que j'ai au fond de moi pour pas me tromper de direction à un moment. Parce que c'est très facile de prendre une direction qui est pas la nôtre et de vivre une vie qui est pas la nôtre. Et du coup, je pense que ce travail d'écoute, je le fais depuis 3 ans et je pense qu'il faut que je sois très attentive à le continuer en fait. Et que dans ce cas, peut-être, et j'espère, ça devrait aller. Parce qu'il y a tellement en plus on est tous d'accord plus ou moins avec cette vision des choses et c'est juste que parfois on est paralysé par la peur, le besoin de sécurité, etc. Mais en fait, tu te rends compte que quand tu donnes un peu d'espoir à quelqu'un, il te répond avec encore un peu d'espoir et toi ça t'en redonne, etc. Et donc en fait, je pense que tout ça s'entre-nourrit et voilà. Et je suis encore en train de penser à autre chose. C'est horrible. Non, t'as pas envie de parler. Oui, non. Bon, bref. Donc voilà. Je pense que je suis sur le chemin et qu'il faut que je continue. Et après, est-ce que la question de la postérité, elle se pose pour toi? Parce qu'en tant qu'artiste, tu crées des projets personnels. Est-ce que tu as envie qu'ils restent non seulement dans le cœur des gens, mais aussi dans l'histoire de l'art? Enfin, c'est un grand mot, hein, ça fait... je pense que l'eau va couler sous les ponts d'ici à ce que même je me pose la question, vraiment. Mais tu m'as devancé. Voilà, c'est l'occasion. Franchement, je me suis jamais posé la question... ou peut-être si, sans me l'admettre, je sais pas. Mais oui. Après, Est-ce que c'est peut-être une question qu'il ne faut justement pas se poser? Je sais pas. Je pense que ça peut être une question qu'on se pose, une hypothèse qu'on soulève sans que ça devienne un objectif. Parce que sinon, c'est paralysant. Parce que, voilà, aussi, ce désir de popularité, il est très présent aujourd'hui et je pense que ça paralyse les gens aussi parce que du coup, t'es paralysé par l'envie de plaire plus que par l'envie d'être. Alors la popularité, c'est quelque chose qui est sur l'instant, c'est maintenant. C'est-à-dire la popularité, elle peut s'arrêter demain, mais laisser un nom pour après, ça engage plus de choses. Enfin, je sais pas, plus de choses personnelles ou. Mais ça, tu sais, j'aimerais bien, mais en même temps, c'est hyper prétentieux parce que les plantes, les rochers, les montagnes, les mouvements géologiques, les animaux, ils marquent aussi l'histoire et eux, on n'en parle pas, quoi. Ouais. Tu vois, donc on est qui pour dire moi je suis machin, j'ai un nom, j'ai une identité, j'ai un aspect physique, j'ai une histoire et il y aura mon nom dans les livres plus tard. Enfin, tu vois, je sais que je suis pas grand-chose et je le dis pas du tout dans un sens
négatif, mais plutôt c'est le contraire, plutôt positif en fait. C'est que faut avoir aussi conscience qu'on fait partie d'un tout et que moi mon but premier ce serait surtout de faire du bien autour de moi. C'est aussi simple que ça. Après en fait la question pourquoi je pose cette question souvent dans mes entretiens, c'est que en fait pourquoi tu crées vraiment, est-ce que c'est alors c'est des questions un peu philosophiques, mais est-ce que c'est par peur de la mort ou est-ce que c'est par un besoin d'autre chose, quoi, voilà. Tu vois? Moi j'ai pas peur de la mort, par contre j'ai peur de la mort des autres mais pas de la mienne. Par contre, je pense que je crée pour comment dire, parce que je suis beaucoup dans ma tête, je me sens très proche de l'espace, de la nature, des choses, mais plutôt en haut plutôt qu'en bas. Je suis pas très ancrée dans la terre et du coup, je pense que je crée pour vivre bien, parce que sinon, je pense que je pourrais pas. Pour t'insérer dans ce tout dont tu parlais, justement. Je sais pas si je le dirais comme ça. C'est peut-être pour avoir le droit de continuer de rêver, même quand je suis en train de travailler, quoi. Quelque part. On va finir sur une question un peu plus légère, on va dire, qui est juste une question. Est-ce qu'il y a un film, un livre ou un objet culturel qui t'a marqué ces derniers temps, dont t'aimerais nous faire profiter? Un livre, c'est le journal intime d'Anaïs Nin, entre 31 et 34. Donc c'était la compagne d'Henry Miller, et donc ce sont des extraits de ses journaux intimes, et elle dépeint une autre époque. C'est une femme artiste qui a une grande sensibilité, qui veut beaucoup s'occuper des autres, et qui suit une psychanalyse. Elle explique tout ça en fait dans le livre, et c'est extrêmement enrichissant. Ça m'a beaucoup marqué. Si bien que les dernières pages, j'ai mis je sais pas combien de mois à les lire parce que je voulais pas finir le livre parce que je savais qu'elle allait me manquer. C'est le cas. Et donc voilà pour le livre. Après pour le film, j'ai vu récemment Céline et Julie vont en bateau. Mais il date de 74, alors c'est pas du tout récent. Mais voilà, mais c'est sympa, c'est très fantaisiste aussi, donc assez inspirant. Et après oui, c'est plus les spectacles de danse dont je parlais tout à l'heure, Blancali notamment, qui m'ont inspiré ces derniers temps. Alors la question c'était plutôt un objet dans son ensemble, mais tu m'as donné 3, donc au moins. Non mais j'avoue qu'en fait quand j'ai écouté les autres interviews, je me suis dit mais merde, qu'est-ce que je vais raconter à cette question? Du coup je me suis fait ma liste dans ma tête. Donc ce qui explique que j'en ai plein, mais sinon j'aurais sûrement dit Anaïs Nin, je l'aurais dit, oui, j'aurais dit ça. Bah écoute Julie, merci infiniment d'être venue. C'était une discussion passionnante. Merci à vous. Et à très bientôt, j'espère. Oui. Où est-ce que tu préférerais qu'on te suive, sur un site internet, sur ton site internet, sur Instagram? Sur mon Behance et mon Instagram. Merci. Merci beaucoup. You know me. You know me. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a sans doute plu. Alors n'hésitez pas à le partager, en parler, le commenter, ou m'envoyer un mail sur alex@moonpalace.fr, ce qui m'aidera à poursuivre ces entretiens. Merci et à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao. You don't understand. I absolutely refuse.